La systématisation numérique de la division sociale. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent. Il est très précis. J'ai pris beaucoup de temps pour le mettre en mots parce que je voulais exprimer avec clarté et précision ce que je perçois par rapport à qu'est-ce qui s'installe de plus en plus dans la société québécoise et aussi dans d'autres sociétés occidentales, si je pense notamment à la France. Donc, la systématisation numérique de la division sociale, ce que j'entends par là, c'est que grâce aux technologies numériques, eh bien, ça permet à ce qu'il y ait des passeports naturellement numériques qui soient créés. Et ça peut servir naturellement pour systématiser une division sociale en différentes catégories d'individus, ce qui est un précédent historique. Dans le passé, on n'avait pas la technologie pour faire ça. Ici, la division sociale auquel je fais référence, c'est celle entre ceux qui sont adéquatement injectés et ceux qui ne le sont pas. Et la technologie permet de diviser ces gens-là sur la base, entre autres, d'un passeport et qui pourrait mener naturellement à la mise en place d'une identité numérique. D'ailleurs, le passeport, il est numérique parce qu'on peut le retrouver sur un téléphone intelligent, puisqu'il pourrait mener à la mise en place d'un crédit social. Et la particularité historique auquel on est confronté présentement, qui est jamais vue sur le plan historique, c'est que la division sociale, il y en a eu plein dans le passé, là. Si on pense à l'apartheid en Afrique, où les gens de couleur, donc les Noirs, entre autres, ne pouvaient pas avoir accès à un restaurant qui était réservé aux Blancs. Donc, il y avait une discrimination qui s'opérait en fonction de la couleur de la peau. Il y a eu de la discrimination aussi dans l'Allemagne nazie. Par exemple, les gens qui étaient considérés comme juifs, eh bien, ils ne pouvaient pas rentrer dans un commerce en Allemagne lors de l'Allemagne nazie. Même chose pour les pays que les nazis occupaient, comme par exemple la Pologne, où la personne, est considérée comme étant juif, pas le droit d'avoir accès au café, pas le droit de marcher sur le trottoir, pas le droit d'avoir accès, de s'asseoir sur un banc public. Puis progressivement, les droits des gens lors de l'Allemagne nazie étaient retirés. Donc, en fonction d'une politique de division sociale. Et présentement, au Québec, eh bien, la politique de division sociale n'est pas sur la religion, n'est pas sur l'identité sexuelle, n'est pas sur la couleur de la peau. Donc, c'est pas lié à du racisme, c'est lié à l'État se rapportant à l'injection. Et ça, c'est une première. Et la particularité, c'est que le numérique permet de systématiser l'accès ou non à des gens, à des lieux. Là, au moment où je vous parle, c'est que je vois que les mesures pour, comme dirait M. Dubé, serrer la vis au non injecté augmentent. Il nous avait annoncé ça il y a plusieurs semaines. Là, on voit ça concrétisé dans le sens que je viens d'apprendre que pour l'accès aux grandes surfaces au Québec, c'est-à-dire 1500 mètres carrés et plus, donc on parle de magasins comme Walmart, Costco, Canadian Tire, eh bien, les gens, pour pouvoir avoir accès, vont falloir qu'ils aient le passeport lié à l'injection et être considérés comme étant adéquatement injectés, sinon ils n'auront pas le droit d'aller dans ces commerces-là. Et ça se rajoute aux mesures qui étaient déjà en place. Donc, par rapport au passeport, c'est-à-dire que ça prend le passeport pour avoir accès au restaurant, pour avoir accès au cinéma, ensuite pour avoir accès aussi aux salles d'entraînement, ensuite le passeport pour aller dans un lieu de culte, comme par exemple une église. Là, c'est les grandes surfaces et ça me surprend pas. La nouvelle ne me surprend pas du tout. En fait, il y a plusieurs mois, j'étais encore plus pessimiste dans le sens de réduction d'accès aux non injectés, dans le sens que j'envisageais que pour avoir accès à l'épicerie, elle allait le demander. Présentement, ils nous ont dit qu'ils n'iraient pas là.
Là, ils commencent par les grandes surfaces. Peut-être qu'après ça, ça va être les petites surfaces. Puis, rendre ça comme système que la minute qu'une personne a accès à un lieu public, ça lui prend le passeport. Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Il y a des choses, comme par exemple dans le passé, ils nous avaient dit « Ah non, on n'ira pas de l'avant avec un passeport pour avoir accès au lieu de culte. » Puis finalement, ouais, le nombre de gens qui sont infectés par le virus augmente. Fait qu'on n'a comme pas le choix, là. Il va falloir resserrer la vis, puis finalement, ils l'ont implanté. Mais ils peuvent changer comme ils veulent, hein. Là, on a vu qu'ils ont annoncé qu'ils allaient retirer le couvre-feu au Québec. Donc, à partir de lundi, au moment où ce qui est fait l'enregistrement, on est vendredi, donc dans quelques jours, lundi prochain. Mais le point, c'est que oui, ils retirent le couvre-feu. Dans le passé, ils l'ont mis puis l'ont retiré. Mais il n'est aucunement question qu'éventuellement, ils vont retirer le passeport qui pourrait être lié à une identité numérique en passant. C'est ce que j'entrevois. Dans les prochaines semaines, les prochains mois. Non, il n'est pas question que... J'ai entendu aucunement que c'était question que c'était une mesure temporaire. Fait que si on me pose la question, toi, c'est quoi qui te dérange le plus? T'as-tu le couvre-feu ou le passeport dans les différents commerces? Ma réponse, c'est le passeport parce que ça devient une mesure qui, au fil du temps, se normalise. Et les enfants qui vont grandir vont trouver normal qu'à chaque fois qu'ils entrent dans un commerce, on leur demande un passeport ou un lieu public. Ça devient une normalisation, un petit peu comme l'implantation de la ceinture de sécurité. Donc, dans le passé, les gens n'étaient pas obligés de mettre une ceinture de sécurité lorsqu'ils se déplaçaient en voiture. C'était pas obligatoire. Et à un moment donné, le gouvernement a décidé de rendre ça obligatoire. Il y a des gens qui ont protesté. Il y a des gens qui étaient d'accord, puis finalement, ça l'a passé, puis aujourd'hui, c'est entré dans les mentalités à un point tel que si, par exemple, un enfant va dans un autobus scolaire et qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, à la différence de la ceinture qui doit être mise là, dans l'auto avec ses parents, bon, mais un enfant peut vivre de l'anxiété, peut dire, là, il ne se sent pas en sécurité vu que la ceinture n'est pas là. Et ça sera sans doute la même chose par rapport au passeport. Donc, il y aura peut-être dans quelques mois, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais s'il y a un rebondissement spectaculaire qui fait en sorte que le passeport disparaît des différents lieux publics, ce que je doute fort, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens que si on leur demande pas le passeport, ou les mêmes personnes, tu les envoies en Floride puis on ne demande pas un passeport pour rentrer dans les commerces, il y en a peut-être qui vont faire des crises d'anxiété parce qu'ils ne se sentiront pas en sécurité. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que c'est pas normal. Une crise d'angoisse, peut-être. Mais la façon que je vois ça, c'est que le passeport, ils peuvent dire, même si le nombre de cas pourrait diminuer, par exemple, lorsque la température froide va diminuer, donc progressivement, si au mois d'avril, au mois de mai, il y a moins de cas, bon, peut-être qu'ils vont dire, on va garder pareil le système du passeport au cas où qu'il y aurait une autre vague ou pour prévenir une autre vague liée au virus ou un nouveau variant, une nouvelle mutation. Ça, je serais pas du tout surpris qu'ils fassent ça. Donc, pour que ça reste. Le passeport, dans le fond, comme je l'ai dit dans plusieurs enregistrements, c'est la clé de voûte pour entrer dans l'ère des citoyens numériques où chaque citoyen a une identité numérique et on peut voir à partir de l'identité numérique, telle personne qui est scannée à l'entrée de tel commerce, il a acheté quoi, il a resté là pendant... à la limite, il pourrait avoir des statistiques qui soient tenues par rapport aux gens à l'égard de leurs activités. Dans le sens, OK, telle personne, c'est un bon client. Donc, le commerçant, il voit, tel client est venu 3 fois cette semaine. Ensuite, le commerçant, c'est sûr que ça a des utilités en termes de gestion, propriétaire de restaurant. Donc, s'il voit statistiquement par rapport aux gens qui sont scannés à la borne d'entrée qu'il y a plus de monde que c'est, par exemple, le samedi soir, il va mettre plus de serveurs et serveuses sur le plancher à ce moment-là. Au niveau gestion statistique, avec le big data, donc on a la technologie qui permet ça, ça permet de faire des observations puis de s'ajuster. C'est sûr qu'en théorie, le passeport,
les informations sont pas supposées être gardées en mémoire chez le commerçant par rapport à l'identité des gens. C'est juste de détecter. Mais en pratique, on sait très bien que à partir de logiciels qui peuvent être mis, d'applications sur un téléphone intelligent, bon, ben tu peux sauvegarder toutes les données qui passent. Même chose sur un ordinateur. Il existe des logiciels sur ordinateur pour faire de la capture d'écran, pour copier des vidéos sur YouTube en MP4 ou en MP3. Bon, ben c'est le même principe qui s'applique par rapport à tout ce qui est numérique qui peut être sauvegardé. Donc, faut partir du principe que tout ce qui peut être vu à partir d'une interface numérique et entendu peut être enregistré. Même chose pour une conversation sur un téléphone intelligent et tout ce qui est diffusé sur le téléphone intelligent aussi. Donc, on voit que il y a une volonté d'élargir le passeport. Il y a certaines mesures sociales qui peuvent diminuer, là, la distanciation, passer de 2 mètres à 1 mètre, mais on se dirige vers une société où la ségrégation sociale devient systématique avec, entre autres, le biais de la nouvelle technologie. Ensuite, en lien avec la division sociale, ça se traduit aussi sur le plan juridique. Et ce qui, je prévoyais arriver il y a plusieurs mois, c'est-à-dire un recul de la primauté parentale, puis dans le fond, que les gens qui n'adhèrent pas au discours officiel, qui sont catégorisés comme complotistes, éventuellement perdent la garde d'enfants. Ben, c'est en train de s'actualiser. Je vous partagerai l'article en bas de l'enregistrement présent. Donc, le titre de l'article... c'est, en fait, le sujet de l'article, c'est par rapport à un père qui est non injecté, qui perd temporairement le droit de voir ses enfants, de voir son enfant, pardon. Donc, il y a un enfant de 12 ans et le père, c'est un père de famille qui, dans le fond, voulait voir son enfant, puis bon, son conjoint, son ancienne conjointe, elle a dit non, ce gars-là, c'est un complotiste. Et le père a dit, je respecte les mesures sanitaires. Et ce qui est arrivé, c'est que par rapport à sa page Facebook, il aurait relayé des informations comme de quoi qui était opposé à l'injection et aussi aux mesures sanitaires. Et là, ça crée un doute de ce que je comprends là, dans l'esprit du juge. Puis finalement, il n'a pas le droit à avoir la garde de l'enfant par rapport à ça. Donc là, on parle d'un jugement moral par rapport à quelqu'un qui n'adhère pas au discours officiel, le fameux narratif. Et là, il perd la garde de ses enfants. Et c'est sûr que si on extrapole par rapport à ça, si un jour tout ce qui touche à la conscience supramentale a du succès, peut-être que éventuellement ça va être catégorisé comme dérive sectaire. Et si la personne relaye des propos à caractère supramental sur des réseaux sociaux comme Facebook, ça va être considéré comme dérive sectaire ou croyance complotiste. Parce que après tout, Bernard de Montréal, en lien avec la conscience supramentale, parlait qu'il y avait des forces anti-hommes. Donc, les forces qu'on qualifie d'astrales qui agissent contre l'homme. Donc, ça induit l'idée qu'il y a un complot qui s'articule contre les individus sur la Terre, les êtres humains. Donc, ça, à ce moment-là, ça peut être interprété aussi comme croyance complotiste. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être interprétées comme croyance complotiste. Donc, quelqu'un qui nie, par exemple, ce que certains disent comme étant une réalité, c'est-à-dire qu'il y aurait un changement climatique qui serait provoqué essentiellement par l'homme, ses agissements. Donc, à ce moment-là, les gens qui n'adhèrent pas à ce complot-là, cette idée-là, pourraient être taxés de complotistes. Et ces gens-là veulent pas se plier à des mesures en lien avec la bourse de carbone pour réduire les gaz à effet de serre. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de la possibilité que, tu sais, si on introduit un passeport pour les gens qui sont infectés, peut-être qu'on instaurera éventuellement un passeport, dans le fond, en relation avec la lutte contre le changement climatique. Donc, un passeport écologique où chaque personne, en lien avec ce passeport-là, ses comportements sont scrutés à la loupe.
Donc aujourd'hui, ça prend un passeport pour prendre l'avion, pour se déplacer dans différents pays. Bon, ben, la personne, par exemple, avec un passeport écologique, si on observe qu'elle prend trop souvent l'avion, non pas à des fins professionnelles, mais de plaisir personnel, donc des voyages pour se détendre, elle pourrait perdre des points en lien avec un crédit social. Donc, on pourrait parler d'un passeport dans l'optique de réduire la pollution qu'on attribue, le changement climatique qu'on attribue essentiellement à l'activité humaine, alors que en réalité, dans le passé, il y a eu des périodes de changement climatique, il y a eu des aires glaciaires, il y a eu des fluctuations importantes de température sur Terre. Or, il n'y avait pas les industries industrielles comme on a aujourd'hui, massives, là. Avant cette ère-là, il y a eu déjà des changements importants, puis il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains sur la Terre à comparer d'aujourd'hui, puis il n'y avait pas une activité industrielle aussi grande. Donc, je nie pas que l'activité industrielle peut avoir de l'impact par rapport à des changements de climat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu des changements de climat indépendamment de ce type d'activité à grande échelle. Il faut le réaliser aussi, là. Donc, tout ça pour dire que l'histoire du passeport, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre, donc qui peuvent amener sur une pente glissante que ça s'implique, c'est mis en place, on dit pour des raisons sanitaires, mais ça peut être sur d'autres choses. Mais là, on a présentement une jurisprudence au niveau légal au Québec, comme de quoi qu'il y a peut-être d'autres juges. Le gars, il a perdu il peut pas avoir accès à la garde de l'enfant à cause des propos complotistes. Puis aussi, faut pas que j'oublie de le mentionner, parce qu'il est pas injecté. Donc, à ce moment-là, donner la garde d'un enfant à un non injecté, et là, il y a peut-être des gens qui vont négocier des gardes par rapport à des enfants. Si c'est des parents qui sont non injectés, peut-être qu'ils vont perdre des points, surtout s'ils relaient aussi des propos qui vont à l'encontre du narratif officiel là, sur Internet, là. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça crée un dangereux précédent, parce que là, en lien avec ça, ben il y a peut-être d'autres personnes qui, en s'appuyant sur ce jugement-là, vont éventuellement perdre la garde de leur enfant. Puis, moi, la façon que je vois ça, c'est un recul de la primauté parentale, dans le sens que, à mesure que le temps passe, puis à mesure que les parents vont perdre des droits sur leurs enfants, qui vont devenir un privilège de s'occuper d'un enfant. S'occuper d'un enfant, ce sera peut-être de plus en plus le privilège de gens qui sont jugés comme étant adéquatement injectés ou qui ont des comportements en matière écologique sains. C'est-à-dire que si le parent il fait pas assez de recyclage, ben non, t'as pas une belle conscience écologique, tu vas pas montrer des belles valeurs à ton enfant. Donc, peut-être qu'un jour, on va en venir au point où ce type de parents-là vont être dans une situation où ils vont perdre la garde de l'enfant. Je ne sais pas jusqu'où ça veut aller, parce que pour des raisons morales, dans le passé, il y a déjà eu de l'exclusion sociale. Mais là, c'est une autre forme, parce que ça s'appuie sur un support numérique, dans le sens que si la personne, son passeport est désactivé sur le plan numérique, ben la personne ne passe pas à l'entrée d'un commerce au moment d'être scanné. Et c'est la particularité présente. Sinon, je voulais commenter aussi une autre nouvelle, parce que ça se bouscule présentement dans l'actualité. Il y a beaucoup de choses, puis la volonté de resserrer la vis aux non adéquatement injectés du ministre de la Santé, Christian Dubé, ça l'amène à faire plein de choses. Une autre nouvelle, donc le Québec imposera une contribution santé aux non injectés, dit François Legault. Donc, je vous partagerai le lien en bas. C'est qu'on parle d'un impôt spécial qui va être imposé aux gens qui sont considérés comme étant non injectés. Donc, un montant d'argent significatif. Ce qu'il disait en conférence de presse, c'est pas 50 ou 100 $. Ça va être un montant plus élevé. Donc, une autre mesure de contrôle social. Donc, ça se rajoute à d'autres nouvelles, on a appris que le passeport, il y a une volonté de l'élargir de plus en plus. On parle éventuellement pour la coiffure, donc pour avoir accès à un lieu de coiffure ou toute forme de service corporel. Bon, on pense sans doute à de la massothérapie, traitement, peut-être pas physiothérapie, parce que peut-être ça va être considéré comme un service essentiel. Tu sais, si quelqu'un a une douleur physique importante, de la nature d'un traitement médical, mais un massage de détente probablement aussi.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'air. Mais là, c'est au niveau économique. Donc, là, il y a de la pression encore sur les non injectés. On voit une escalade au fil des jours. C'est sûr que pour ce qui est des chroniqueurs vedettes des médias de masse au Québec, ben ils se déchaînent toujours contre les non injectés. Et le gouvernement suit le pas. Puis pendant ce temps-là, ben les journalistes en conférence de presse demandent, la plupart du temps de ce que je vois, demandent de plus en plus de mesures. Puis ils trouvent que le gouvernement va pas assez loin. Puis ça prend plus de contrôle. Des fois, je me demande si les journalistes sont pas infiltrés par des agents du gouvernement. En tout cas, je sais pas pourquoi ils font ça, là, mais ils en veulent, là. Tu sais, c'est comme par rapport au retour en classe qui va se faire bientôt. Bon, ben, il y en a qui veulent que les professeurs aient des masques N95 avec les enfants. C'est un masque, c'est très difficile de respirer avec lui. Fait que j'imagine difficilement une personne faire une journée totale, là. Tu sais, la personne qui travaille 6 ou 7 heures par jour avec ça dans la figure, ça doit être extrêmement pénible, à différence d'un masque de procédure. En tout cas, il y en a qui veulent ça, puis en tout cas, ils en veulent. Fait que c'est ça, le Québec présentement. C'est sûr que moi, par rapport à toutes ces mesures-là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Et c'est sûr que, tu sais, la fameuse contribution santé, ben c'est sûr que s'ils déterminent un montant élevé, comme, je sais pas moi, 1500 ou 2000 dollars par personne, bon, ben c'est sûr que la personne qui est la plus pauvre de la société, 2000 dollars, ça va représenter beaucoup, tandis que la personne qui est très riche, la personne qui est millionnaire, ça changera pas grand-chose. Tu sais, l'impôt, si c'est un montant fixe par personne, devient extrêmement injuste car le montant, dans le fond, va être beaucoup plus grand pour la personne qui a peu d'argent. Ça va représenter une partie plus grande de son salaire, la différence de la personne qui est très fortunée. Donc, ça devient très injuste là, par rapport d'une personne à l'autre. Et aussi, ça peut créer, c'est sûr, dans le fond, des problématiques en lien avec ça, d'appauvrissement de la population. Donc, il y a une volonté présentement de faire payer, au sens littéral, les gens qui sont pas adéquatement injectés, après avoir les intimider, les menacer, fait du chantage, comme on l'a vu l'automne là, pour les gens dans le réseau de la santé, là, que si tu te fais pas injecter, tu vas perdre ton travail. Même chose pour les gens là, qui œuvrent par rapport au gouvernement fédéral au Canada. Là, il y a tout le temps une escalade des mesures. On cherche de plus en plus à les contraindre à se faire injecter une substance. La pression est de plus en plus grande. Et c'est sûr que ce que je vois présentement, c'est la possibilité d'une systématisation avec l'identité numérique qui, par rapport à l'impôt par chaque individu non injecté, bon, avec la technologie numérique, ça permet le croisement de données. Donc, si la façon que je vois ça, c'est que si la personne, par exemple, va dire « Ah, ben moi, je paierai pas cette contribution-là santé », bon, ben, si la personne ne le paie pas, puis il y a une date limite, la personne qui va vouloir se présenter sur un commerce, s'il y a un croisement de données entre les différents ministères en relation avec l'identité numérique, eh bien, la personne qui va vouloir rentrer dans un restaurant alors qu'elle n'a pas payé son impôt, ça se peut que le passeport ne lui permette pas d'entrer dans le restaurant et ça va indiquer que le passeport est désactivé tant et aussi longtemps que la personne n'a pas payé l'impôt, donc la contribution santé. Puis ça pourrait être la même chose aussi. Quelqu'un qui ne paye pas son permis de conduire, passeport est désactivé. Personne qui ne paye pas de l'impôt tout court au gouvernement, non, passeport désactivé. Ensuite, la personne qui veut contracter une hypothèque ou qui veut voyager dans un autre pays, tu payes pas ton impôt, on te laisse pas partir en avion. Donc, il y a plusieurs choses de contrôle social qui pourraient découler de l'identité numérique vers laquelle on se dirige. D'ailleurs, le gouvernement, au niveau du Québec, l'a annoncé, qui prévoyait instaurer bientôt là, l'identité numérique. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben, on dirige de plus en plus. C'est progressivement que ça se fait là, avec un gradualisme, étape par étape, vers une société de plus en plus numérisée. Donc, une société de privilèges plutôt que de droits.
et je voulais élaborer un peu plus là-dessus, c'est que avant la crise liée au virus, on était dans une société de droit. Et suite au début de la crise, les mesures d'urgence sont mises en place, sont renouvelées à chaque 2 semaines et les droits individuels sont restreints, sont limités en disant « Ah, en raison de l'urgence sanitaire, on est obligé puis on est légitimé de réduire les droits pour le bien-être de la collectivité. » Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? On dit aux gens, ben, si vous voulez avoir accès à des lieux publics, vous devez vous faire injecter. Et l'accès, par exemple, au restaurant, la liberté de circulation, qui était un droit avant la crise, devient aujourd'hui un privilège. Donc, même chose pour l'accès au cinéma, les grandes surfaces, etc. Donc, on convertit les droits en privilèges, puis les privilèges, c'est pour les gens qui respectent le discours officiel, qui se soumettent aux mesures sanitaires et qui se font injecter. Et pas juste 2 doses en passant, là. Comme l'a mentionné Christian Dubé, il dit bientôt pour renouveler puis que le pass soit actif, ça va prendre la 3e dose pour être considéré comme étant adéquatement injecté. Donc, puis par la suite, il y aura sans doute la 4e, la 5e. Ça, c'est en lien avec l'abonnement lié au passeport. Donc, il y a quelqu'un qui se plie à ça régulièrement dans l'avenir, la façon que les choses, dans le fond, sont prévues s'enchaîner, en lien avec le système, va être considéré comme un bon citoyen. Et c'est sûr que par rapport à ça, on peut parler peut-être éventuellement de l'instauration de mesures liées au passeport écologique, avec un État interventionniste comme le Québec, où les gens qui achetaient des autos électriques avaient des rabais gouvernementaux. Bon, ben peut-être que la personne avec son passeport écologique, si tu achètes une auto électrique, tu vas avoir des points. Si tu achètes une auto à essence, peut-être tu vas perdre des points. Donc, on peut voir la mise en place d'une espèce de système de crédit social en lien avec ça. C'est sûr qu'au Québec, ici, on a intérêt à faire la promotion des autos électriques, vu qu'on produit de l'électricité, de l'hydroélectricité en grande quantité. Donc, c'est sûr que si les gens, au lieu d'acheter de l'essence qui va venir de d'autres pays, du Moyen-Orient, entre autres, ces gens-là, au lieu de prendre leur argent pour dépenser pour l'achat de l'essence, ils achètent de l'électricité qui est produite au Québec. Bon, ben ça augmente les revenus d'État à travers la société qu'est Hydro-Québec, donc une société qui appartient à l'État québécois, qui va engranger les dépenses des gens qui utilisaient leur argent pour acheter du carburant, de l'essence, puis là, à la place, ils vont acheter de l'électricité. Donc, c'est sûr que la politique, là, ça a été retardé de quelques années, mais il y a une visée à l'effet que ce qui soit en vente éventuellement dans le temps, ça soit juste des autos électriques. Donc, c'est sûr que ça va être très bon pour Hydro-Québec ici, qui va engranger encore plus d'argent avec ça, c'est mis en place. Et les gens vont se donner de bonne conscience en disant « Ah, les autos électriques, c'est écologique, etc. » Donc, il y a plusieurs bénéfices par rapport à ça pour certains acteurs, naturellement. Et là, c'est sûr qu'avec l'histoire de la contribution de santé, ben si on augmente l'impôt des non-injectés, puis simultanément, il y a une inflation galopante, on l'a vu avec le coût de l'alimentation qui a augmenté, différentes denrées, l'inflation aux États-Unis qui a dépassé 5% pour certains mois, bon, ben les gens ils ont moins d'argent dans leur poche, puis on leur fait payer un impôt qui se rajoute aux autres. Parce qu'au Québec, on était déjà très taxés. Le système de santé, ça coûte plusieurs milliards par année. Ça coûte une fortune sur le plan de l'impôt. Puis, il y a toujours des problèmes d'accès aux médecins. Tu sais, ça coûte une fortune, puis la qualité du service, ça laisse à désirer, notamment dans les CHSLD, comme on l'a vu, les résidences de personnes âgées. Donc, c'est ça qui se produit présentement là, par rapport à la société. C'est une mutation sociale que j'observe et que je vois qui se développe de plus en plus. Le passage avec le passeport lié à les différents lieux qui amène une numérisation là, des gens. Donc, ça, c'est l'observation que je fais. Comment que je réagis par rapport à ça? Ben, je me pose la question... Et vous pouvez la poser aussi pour les gens qui m'écoutent, pour les gens parmi vous qui ne sont pas injectés ou qui ne seront pas considérés tantôt comme étant adéquatement injectés. C'est-à-dire que bientôt, les gens qui ont leurs 2 doses, à la base, on leur avait dit « Ah,
tu vas prendre 2 doses, puis après ça, normalement, la société va redevenir à la normale, etc. Bon, ben, ces gens-là, ben, non, c'est pas le scénario qui se produit. C'est-à-dire que on leur a dit, ben écoutez, si vous avez 2 doses, bientôt, vous êtes considéré comme étant non adéquatement injecté parce qu'on en prend 3. Puis peut-être qu'un peu plus tard, 4 et ainsi de suite. Donc, par rapport à tous ces gens-là, qui ont à évaluer s'ils prennent la 3e dose ou les gens qui n'en ont pas encore pris, la question à se poser, c'est jusqu'où vous êtes prêt à perdre ce qu'autrefois étaient vos droits, qui deviennent maintenant de plus en plus des privilèges. Et c'est la question que je me pose. À chaque fois qu'on fait des annonces, c'est ce que j'évalue. Donc aujourd'hui, on me dit que tu pourras plus aller dans certains commerces bientôt comme Canadian Tire. Bon, ben moi, j'ai des évaluations à faire en lien avec ça, parce que je prévoyais m'acheter un climatiseur pour l'été prochain dans un type de ces commerces-là. Que ce soit, il n'y a pas juste Canadian Tire, il y a différents commerces, là, il y a BMR au Québec, il y en a différents là, de quincailleries. Bon, ben si je veux acheter un climatiseur en personne, tu sais, voir l'appareil en magasin, bon, ben j'ai à évaluer est-ce que je l'achète maintenant par rapport avant que ça soit mis en place comme mesure, ou j'attends un petit peu plus tard pour qu'il soit acheté, mais je demande à quelqu'un de mon entourage qui est adéquatement injecté. Ça peut être ma compagne, ça peut être mon frère pour procéder à l'achat, ce qui complexifie un petit peu les choses. Fait que, il y a des choses que j'ai évaluées. Est-ce que je suis prêt à perdre ce droit-là? La réponse, c'est oui présentement. Je suis prêt à perdre l'accès au restaurant, prêt à perdre l'accès au cinéma. De toute façon, j'y allais pas souvent au cinéma. C'est ça, j'évalue constamment. Et qu'est-ce que je suis prêt ou non à faire en lien avec ça en tant que non injecté. Donc, c'est sûr que il y a des gens qui vont dire, ben là, si le gouvernement change avec l'arrivée d'Éric Duhaime au pouvoir pour le mois d'octobre lors des élections provinciales, ça se peut qu'il revienne en arrière puis qu'il enlève l'impôt pour les gens qui sont pas adéquatement injectés, qui recule sur les mesures. Parce que lui, il est plutôt opposé à l'ensemble de ces mesures-là, puis il est supposé de faire la promotion de la liberté lorsqu'il va continuer de la faire lorsqu'il sera au pouvoir, et ainsi de suite, pour avoir un mode de gestion moins interventionniste en lien avec la crise. Ça reste à voir. Si on va vraiment revenir en arrière. Mais pour l'instant, tu sais, on me menace de perdre le droit d'aller me faire couper les cheveux dans un commerce. Là, c'est sûr que la date qui entre en fonction n'a pas été encore évoquée, mais dans un point de presse, ça a été mentionné ça là, par les autorités gouvernementales ici au Québec. Bon, ben moi, ça fait plusieurs mois que c'est ma compagne qui me coupe les cheveux avec un rasoir que j'ai acheté. Il y a différentes lames. Bon, ben c'est la façon que je procède. Donc, mais il peut y avoir d'autres annonces aussi dans les prochaines semaines, chose que je ne serais pas surpris, en lien avec l'implantation là, du passeport. Fait que, mais c'est toujours de voir jusqu'où on est prêt à aller en lien avec ça, puis on est prêt à assumer. Donc, c'est sûr que le rapport de force que je cherche à instaurer avec le gouvernement en mettant beaucoup de pression comme ça contre les non adéquatement injectés, je trouve ça particulier comme acharnement. Je ne pensais pas de vivre ça de mon vivant. Et ce que je vous dirais, la division sociale, il y en a eu dans plein de sociétés. S'il y en a qui s'intéressent en lien avec ça, vous pouvez écouter le film Le Pianiste, en anglais de Pianiste, parce que j'ai été voir sur Netflix. Ils l'ont, mais ils l'ont pas en version française, alors que la version française existe. Mais vous l'avez en version anglaise. C'est un film qui date de 2002. Très bon film sur la division sociale. J'avais déjà fait allusion avant la crise qu'on connaît présentement, où ce que je trouvais ça intéressant, la volonté du personnage principal qui, dans le fond, pendant toute la période de la crise où le gouvernement gérait par décret sous l'occupation allemande, où bon, ses droits individuels il a été progressivement dépouillé de ça, le droit de marcher sur le trottoir, de s'asseoir sur un banc public, d'aller au restaurant, de posséder au-dessus d'une certaine somme d'argent. Il a été dépouillé de plein de choses, mais il a été quand même capable de passer à travers la crise
Donc, le personnage principal, ben, c'est un pianiste, d'où le titre, en Pologne. Et là, on voit toute la dégradation, puis le contrôle social, puis à un moment donné, se retrouver dans un ghetto à Varsovie, avec d'autres personnes qui étaient juives. Et progressivement, ben, le ghetto a été vidé de ces gens qui ont été transférés ailleurs, c'est-à-dire dans des camps de concentration. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, pendant toute la crise, il est resté, dans le fond, à Varsovie. Puis ses droits individuels ont été bafoués, il fallait qu'il se cache, etc. Mais il a passé à travers la crise et éventuellement, ben, le régime a tombé autoritaire sous lequel il était. Et c'est sûr que la façon que je vois... vous pouvez écouter ce film-là sur Netflix pour les gens qui sont abonnés Netflix ou le retrouver peut-être ailleurs là, sur Internet. C'est quand même un film de 2002, mais qui... ça présente très bien le concept que la personne qui a une volonté de vivre, en dépit de tout ce qui se passe dans son environnement, ben, il peut vivre. Et c'est un film qui est basé naturellement là, sur une histoire vraie. Et c'est sûr que par rapport au film, en dépit de toutes les dégradations, ben, ça l'amène à développer une force de volonté. Pour passer à travers tout ça, ça prend beaucoup de volonté. Puis, éventuellement, ben, l'occupation allemande en Pologne cesse et les Russes qui, dans le fond, vont tasser là, les nazis. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, présentement, on vit une crise. La ségrégation, la division sociale a lieu dans le passé. Mais la façon que je vois ça, c'est que ça ne durera pas éternellement. Donc, c'est temporaire. Et c'est juste... je sais pas comment que ça va prendre fin. C'est vraiment ça ma grande curiosité, là. Je sais pas du tout. Mais la façon que je vois ça, c'est que ça peut durer, oui, une certaine période de temps. Mais je vois ça comme étant temporaire. Et pour ceux qui ne sont pas adéquatement injectés présentement ou qui seront considérés comme ne l'étant pas bientôt, donc même s'ils ont 2 doses, et qui ne veulent pas nécessairement aller de l'avant avec d'autres doses, eh bien, je vous salue en particulier. Et dans le fond, moi, la façon que je vois tout ça, c'est que, ben oui, on peut essayer au niveau de la forme, de la structure du système, orienter les gens vers un comportement. Mais l'essentiel pour moi, c'est de m'écouter d'abord et être attentif de qu'est-ce qui fait sens ou non par rapport à moi, dans le sens, conserver mon esprit critique, pas sombrer sous l'hypnose qui est véhiculée des médias, puis regarder les faits. Donc, dans les faits, c'est quoi? C'est que ils ont mis un passeport et ce qui arrive, c'est que même ce passeport-là a été massivement implanté à l'automne au Québec, ça n'a pas empêché l'apparition de la 5e vague puis l'augmentation du nombre de cas pour le temps des fêtes de l'année 2021-2022. Donc, la mesure n'empêche pas la propagation. D'ailleurs, l'injection ne l'empêche pas. Quelqu'un qui est considéré comme étant adéquatement injecté peut transmettre et recevoir le virus aussi, là. Ça n'empêche pas ça. Donc, c'est moi la façon que je vois ça, c'est de porter un regard critique sur la nature de la mesure, son efficacité aussi. On nous dit que le but de la mesure, c'est régler un problème, entre autres, de transmission. Bon, ben, si le nombre de cas augmente, même si c'est mis en place, ben, il faut se poser des questions. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Donc, je maintiens toujours le cap. Je suis toujours pas injecté. Mais je vais regarder jusqu'où je suis prêt à être dépouillé. Et il y a des gens qui auront à regarder ça aussi. Donc, le dépouillement des droits progressivement. Est-ce que quelqu'un, par exemple, est prêt à perdre son travail? Est-ce que la personne est prête à perdre la garde de ses enfants? Parce que là, on parle du recul du droit parental là, à travers la décision d'un juge récemment. C'est pas de la science-fiction. C'est un jugement qui est présent dans les médias de masse. Donc, qu'est-ce que la personne est prête à perdre en lien avec ça? Le droit de voyager, parce que là, les gens n'ont pas le droit de prendre l'avion, là, ne sont pas adéquatement injectés. Le droit le droit de circuler dans un commerce de grande surface, pour boucler la boucle avec le début de mon intervention. Donc, qu'est-ce que la personne est prête à perdre? Donc, c'est ça. Donc, écoutez, merci de votre écoute. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.